Les organisateurs de cette grande fête ont un objectif, éblouir les visiteurs et montrer au monde entier la supériorité de la France. On va utiliser tous les moyens à la possession de l'État français pour faire de cette exposition la plus éblouissante jamais réalisée au monde. Donc on va réunir toute la technologie nécessaire pour faire quelque chose à la fois de démonstratif sur le plan technologique, mais aussi sur le plan esthétique. Les organisateurs tiennent leurs promesses grâce à une invention en particulier. C'est l'électricité. Le public découvre une énergie révolutionnaire qui fait fonctionner de nombreuses attractions, éclaire les bâtiments et les rues. La star de l'exposition, c'est l'électricité. On annonce le XXe siècle et on est convaincu que l'électricité va jouer un rôle fondamental au cours de ce siècle nouveau qui va commencer. Pendant 7 mois, plus de 38 000 kWh sont produits pour éclairer l'ensemble de l'exposition universelle. L'équivalent de 1,5 million d'ampoules de 100 watts utilisées pendant 24 heures. Pour produire cette électricité, une immense galerie des machines est construite. Elle abrite de véritables monstres d'acier qui fonctionnent à plein régime. 40 machines comme celle-ci, qui pèsent pas moins de 170 tonnes chacune et sont alimentées chaque jour par des wagons entiers de charbon. Pour cette machine-ci, il y avait 5 à 6 chaudières qui fonctionnaient en permanence avec une trentaine de tonnes de charbon par jour. La puissance maximale de cette seule machine est de 1100 kW, soit 1000 fers à repasser qui fonctionneraient en même temps. C'est comme une locomotive à vapeur. La seule différence, c'est qu'une locomotive se sert de ses roues pour avancer et que ce genre de machine à vapeur n'avançait pas, n'avait qu'une seule roue qui tournait au milieu de ce qu'on appelait un alternateur. C'est avec ça qu'on produisait et qu'on produit encore aujourd'hui de l'électricité. Mais aujourd'hui, il faudrait 1600 machines comme celle-ci pour produire l'équivalent d'un seul réacteur nucléaire. Cette machine devait fonctionner sans jamais s'arrêter, sinon c'était la panne d'électricité. À l'époque, loin de faire l'unanimité, l'électricité crée de nouvelles craintes. Une partie des journalistes, une partie du public va s'inquiéter de ces gigantesques quantités d'électricité. Parfois, on s'inquiète en se disant, est-ce que cette électricité, elle ne risque pas de sortir et, en quelque sorte, de nous attaquer ? Comment rassurer les visiteurs face à cette nouvelle énergie? Les organisateurs ont tout prévu. Adossés à cette galerie des machines, ils érigent un magnifique palais en l'honneur de l'électricité. Aujourd'hui, depuis la Tour Eiffel, le Champ de Mars s'étend sur 780 mètres de long. À l'époque, c'est ici que le palais de l'électricité a la mission de montrer au public l'aspect féerique de cette invention. Le bâtiment mesure 420 mètres de long sur 60 mètres de large et est illuminé grâce à de multiples lanternes de couleurs. Tout en haut de ce palais, l'énergie prend le visage d'une fée. Au premier plan, un château d'eau offre un spectacle éblouissant grâce à une fontaine lumineuse. Cette incroyable installation a nécessité plus de 10 000 lampes. Un effort couronné de succès. Le public est conquis. Et grâce à cette nouvelle énergie, les spectateurs peuvent également visiter l'exposition la nuit. C'est une révolution. Cela est extrêmement important parce que l'exposition, elle va pouvoir fermer tard et elle va pouvoir offrir des divertissements aux visiteurs tard dans la nuit. Il faut imaginer ce visiteur, là il va être complètement dans la clarté. Pour le visiteur de l'exposition de 1900, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. L'électricité, star de l'exposition, fait naître des innovations qui révolutionnent le quotidien des Français, notamment dans leur façon de se déplacer. La traction électrique, déjà utilisée pour la gare d'Orsay, va être appliquée pour un nouveau moyen de transport dans Paris intramuros. Le métropolitain. Aujourd'hui, c'est toujours une signature incontournable de Paris. Ces 14 lignes parcourent 220 km sous terre et au-dessus de la Seine.
C'est l'un des réseaux ferrés les plus denses au monde. Un symbole de la ville. Plus d'1 milliard de personnes voyagent grâce au métro chaque année. 48 passagers chaque seconde. Mais peu de gens savent que le métro a été spécialement construit pour l'Exposition universelle de 1900. Avant cela, les Parisiens se déplaçaient difficilement dans la capitale. En 1900, se déplacer dans Paris, c'est quelque chose d'assez périlleux. Avec des omnibus à chevaux, des tramways, il y a des milliers de chevaux qui sont dans Paris, qui essayent de se débrouiller tant bien que mal pour avancer. Donc, beaucoup d'embouteillages parce que la ville se développe et il n'y a toujours pas de métro. Peu de temps avant l'ouverture, on imagine donc la ligne 1, la première ligne du métropolitain. À l'époque, l'objectif est simple. Traverser Paris d'est en ouest pour desservir les principaux sites de l'exposition universelle depuis la porte de Vincennes jusqu'à la porte Maillot. Une ligne droite qui passe par les endroits les plus connus de la capitale, comme la rue de Rivoli et les Champs-Élysées. Mais c'est un projet qui est loin de faire l'unanimité, car le métro transgresse un tabou, celui de pénétrer dans un monde dangereux. Les Parisiens ne sont pas des taupes. On va pas mettre les gens dans des tunnels comme dans des mines. Pour beaucoup de gens, c'est contre nature. Le sous-sol, c'est le monde des morts. Il n'y a aucune raison qu'on aille se déplacer dans les sous-sols de Paris, à côté des cadavres. C'était épouvantable d'aller sous terre, c'était aller rencontrer le diable, aller sous terre. Pour certains, ça ne sert à rien de faire ce métro. Il n'y aura personne. Le projet retenu, un métro souterrain à traction électrique. Une première. La longueur des stations est fixée d'emblée à 75 mètres, afin de permettre d'augmenter la longueur des trains si nécessaire. 2 ans avant l'exposition universelle, le chantier peut enfin commencer. C'est un délai très court pour un tel projet. Le métro de Paris, en termes de construction, c'est un tour de force. On creuse à partir du 4 octobre 1898 et la ligne ouvre au public le 19 juillet 1900. En 1 an et demi, on arrive à creuser 10 km dans Paris. C'est absolument phénoménal. Le chantier est spectaculaire. 2000 mètres cubes de gravats sont extraits tous les jours. Les déblais, c'est 850 000 mètres cubes. Donc, qui étaient évacués notamment par des petits wagonnets sur les voies de tramway qui se dirigeaient vers la Seine. Puis, le chantier en lui-même peut démarrer. 11 boucliers sont descendus en pièces détachées, assemblées dans les stations. Ce sont des tunneliers qui épousent la forme de la section à construire. Le tunnelier, c'est un cylindre, en quelque sorte, qui vous permet de tenir le poids du terrain qui se trouve au-dessus. Une fois que vous avez creusé quelques dizaines de centimètres, vous allez avancer la tête du tunnelier qui va s'appuyer sur les éléments de revêtement déjà posés pour progresser, pour suivre en quelque sorte le trou qu'il est lui-même en train de creuser. En avant du bouclier, les ouvriers procèdent à la fouille. À l'arrière de l'engin, les maçons travaillent la voûte. On fait avancer le tunnelier progressivement au fur et à mesure qu'il grignote en quelque sorte le terrain et qu'on a derrière posé le revêtement en maçonnerie, permet ensuite de tenir définitivement la voûte. Ces tunneliers permettent de creuser environ 2800 mètres carrés de galeries.